Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Avant de laisser la parole à la défense de Nguyen Chia pour la suite de son interrogatoire du témoin, la Chambre souhaite rendre une décision sur la demande de Nguyen Chia déposée avant la pause. Tout d'abord, la Chambre informe la défense qu'une décision sur le droit de mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin sera rendue en temps utile. Pour ce qui est du document D224.14, les parties peuvent verser ce document au débat, puisqu'il figure sur la liste proposée par l'accusation et n'a jamais fait l'objet d'objection de la part de parties. Le document D224.14 peut donc être présenté aux témoins. Néanmoins, les parties sont avisées que la personne ayant tenu ces propos n'a pas été citée à comparaître par la Chambre. Ce document a donc une valeur probante relativement faible. La parole est maintenant à la défense de Nguyen Chia. Thank you, Mr. President. Maître Yannoutsi, je vous remercie, Monsieur le Président. Dois-je répéter la question que j'ai posée avant la pause? Si je me souviens bien, la dernière chose que j'avais faite, c'était lire le passage en question et j'avais demandé au témoin si cela lui rafraîchissait la mémoire, à savoir si des gens avaient été emmenés de Soi Mier pour être exécutés. Le président. Maître, il serait judicieux que vous répétiez votre question. Thank you, Mr. President. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais répéter l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure. Mais quand nous étions à Wat Cheotam, Wat Slang, Wat Swaimeh et Kantoa, il n'y avait pas d'éducation politique. Juste la culture du riz. Des gens disparaissaient chaque nuit et nous étions sous la garde de Y10. Si quelqu'un faisait du grabuge, les Y10 les arrêtaient et les emmenaient. La question que je vous ai posée, je crois, était si cela vous rafraîchissait la mémoire, à savoir si des personnes ont été emmenées de Wat Svai Mias Des gens ont été emmenés, mais je ne sais pas s'ils ont été exécutés. Mais il est certain que des gens ont été enlevés ou emmenés plutôt. Je ne sais pas s'ils avaient été exécutés. Question. Merci. Vous qui avez participé à la surveillance du processus de rééducation, comme vous dites, avez-vous été témoin du fait que des personnes ont été emmenées? Réponse. J'ai moi-même été rééduqué, car j'étais associé à Koitun,
J'étais donc sous surveillance. Thank you, Mr. Witness. I have no more questions. La défense. Merci, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions à propos de ce document. J'aimerais que l'on montre un autre document témoin, D 125/207. En anglais, ERN 00 25 01 39. En khmer 00 2 24 20 55. Et en français 00 27 73 08. J'aimerais dire tout d'abord que je ne sais pas du tout si le document figure sur la liste des documents de l'accusation. Je propose ce document pour l'approche que j'ai évoquée tout à l'heure. Et je vous soumets que cela ne fait aucune différence car ce document me servira à mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin. Peut-être que la Chambre veut en discuter. Peut-être ce document est-il en effet sur la liste des procureurs. Oui, la parole est à la partie civile. Oui, Monsieur le Président, j'avoue que je suis un peu dans la confusion parce que le document précédent, clairement, n'était pas connu du témoin et je pensais qu'on ne pouvait pas présenter à un témoin un document qu'il ne connaît pas. Donc je note que la Chambre a indiqué que c'était possible désormais. Il est bien clair que si ce droit est offert à la défense de Nunchia, il est offert à toutes les parties. Je voudrais que sur ce second document, il soit également très clair que la possibilité qui est donnée à la défense de Nunchia sera la même pour toutes les parties, parce que je vois mal comment il pourrait y avoir une possibilité pour la défense de Nunchia si elle n'est pas partagée entre toutes les parties. Le président. Maître, pouvez-vous nous dire si vous avez une objection sur ce document, à savoir le document qui vient d'être évoqué? Le document auquel vous faisiez référence n'a pas fait l'objet d'une objection et vous n'avez pas contesté le document précédent. Nous sommes maintenant en train de délibérer sur le nouveau document. L'autre document était la déposition d'un autre témoin qui n'a pas été cité à comparaître devant la Chambre. La Chambre a tranché. Il s'agit d'un nouveau document, ou d'une autre question plutôt. On a proposé le document et nous voulons savoir si vous en contestez le dépôt. Je forme une objection en ce sens que si ce document n'est pas connu du témoin, j'aimerais savoir si la Chambre vient de prendre une position disant qu'on pouvait produire devant les témoins, montrer aux témoins des documents qu'ils ne connaissent pas, puisque c'était le cas du document précédent, c'est le cas de ce document. Je souhaite simplement savoir si nous pouvons tous faire la même chose. Le président. Un document sur lequel la Chambre s'est déjà prononcée n'a pas à être évoqué. Mais s'il s'agit d'un document différent sur lequel la Chambre ne s'est pas prononcée, eh bien, les conseils peuvent s'exprimer là-dessus. Dans ce cas-ci, il s'agissait de documents précédents plutôt portés sur des déclarations d'une personne qui n'a pas été citée à comparaître. La défense du Nunchia a déjà expliqué en quoi ce document est différent du précédent. La demande a été présentée. La Chambre est saisie de la demande. Si vous contestez, plutôt si vous avez un problème avec un autre document, vous pouvez le faire, mais il n'est pas une bonne pratique d'évoquer des documents sur lesquels la Chambre s'est déjà prononcée.
Nous parlons maintenant du nouveau document. ដែលគេដាក់នេះតើវាមានបញ្ហាអីស្គាល់ទេហើយមានទាស់យ៉ាងដូចម្ដេច Veuillez indiquer à la Chambre la nature de votre objection, vos observations sur ce nouveau document, c'est-à-dire le document qui nous occupe à l'instant. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai deux problèmes. Le premier problème, c'est que je pense que la défense de Nunchia doit nous indiquer si ce document est dans une liste ou pas. Mon second problème est de savoir si la défense de Nunchia va ou non poser la question au témoin, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, de savoir si ce témoin connaît ou non ce document. Car jusqu'à présent, jusqu'au document précédent, la Chambre avait une position qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas présenter au témoin un document qu'il ne connaît pas. Je voudrais juste savoir exactement quels sont nos droits. C'est donc les objections que je forme sur ce document qui est affiché actuellement. Dam- សូមជឿលោកយក្រមសង្មាក់ Le Président. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois qu'il faut distinguer plusieurs questions. La première question est de savoir quels sont les documents qui peuvent être versés au débat et notamment aux fins de tester la crédibilité des témoins. Sur ce point précis, la Chambre va rendre une décision d'ici peu de temps, mais il est clair que la Chambre a jusqu'à présent considéré qu'il n'était pas possible d'utiliser un document quand ce document est une déclaration d'un témoin qui va être entendu à un stade ultérieur. Ici, ce qui a été proposé par la défense de Nunchia, c'est d'une part de verser au débat une déclaration faite par une personne. Cette déclaration a été recueillie en dehors du contexte de l'instruction judiciaire par un chercheur et le document a été proposé, il était sur la liste de l'accusation et aucune objection n'a été soulevée. Donc le document a été versé au débat sans difficulté et a pu être utilisé pour servir de base aux questions posées par défense Nunchia. Cependant, il est certain que la Chambre pourra éventuellement, si elle considère que les questions sont dénuées de toute pertinence parce que le témoin ne connaît pas la personne qui a fait cette déposition, qui n'a aucune idée de quoi il peut s'agir, la Chambre pourra être amenée à dire que la question n'est pas pertinente et n'a pas lieu d'être posée. Est-ce que ceci clarifie la position de la Chambre? Est-ce que les choses sont plus claires pour vous maintenant? Je suis désolée d'insister, mais j'ai bien compris qu'il y avait le problème de savoir si on pouvait soumettre à un témoin le témoignage d'une autre personne. Ça, c'est une question. L'autre question qui se pose sur les documents, c'est le problème du document que connaît ou ne connaît pas le témoin. Donc, quelquefois, les deux sont cumulés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un document qui est un témoignage d'une autre personne, mais qui est aussi un document que ne connaît pas le témoin. Donc, je crois que si ce témoin regarde ce document, la première question à lui poser, et c'est mon objection sur ce nouveau document, c'est de savoir si oui ou non il le connaît, et la Chambre prendra la décision qu'elle voudra. Quoi qu'il en soit, cette décision s'applique à tous. C'est tout ce que je voulais dire. Le Président. La défense de Nunchia a la parole. Thank you for that clarification. Maître Yanouchi. I would just
Merci pour cette précision, Monsieur le juge Lavergne. J'aimerais qu'il soit dit clairement. Notre position est la suivante. Selon nous, il n'y a pas de différence importante entre le fait que la personne est déposée devant les juges d'instruction ou un autre responsable de ce tribunal dans le passé, ou une autre personne comme un chercheur à l'extérieur du tribunal. Nous avons toujours une position, toujours la même position là-dessus. Nous considérons que n'importe quel document qui peut être démontré comme pertinent pour le témoignage en l'espèce peut être utilisé pour mettre à l'épreuve la crédibilité du dit témoin. Mais j'allais soulever cette question plus tard. Je pense que le moment est opportun de le faire maintenant. Nous aimerions pouvoir débattre de cette question en séance à huis clos. Ou plutôt, nous avons déjà discuté de cela, je crois que c'était le 5 mai. C'était une journée où nous avons passé au huis clos pour discuter d'une demande en vertu de la règle 28. J'ai fait circuler devant les parties une demande qui a été envoyée à la Chambre et nous avons déjà discuté de cette question. Je vois que la juge Cartwright me demande d'arrêter de parler. It was a very simple request. C'était une demande très simple. Le président interrompt. La Chambre est saisie de votre demande. La décision sera rendue en temps utile. Nous ne voulons pas entendre la demande une deuxième fois. Nous pouvons parler d'autre chose. Maître Yanotsi. Très bien, cela me convient. Dit Maître Yanotsi. J'aimerais répéter pour les parties civiles, ces deux documents ont été versés dans l'interface, le système, enfin je ne sais pas comment on l'appelle. Toutes les parties, j'ai même lu à voix haute les codes de ces documents dans des audiences précédentes, donc je ne crois pas que cela vienne de prendre surprise. Mais j'accepte qu'en temps utile sera rendu par la Chambre une décision écrite sur ces questions. J'aimerais donc afficher le document 125/207. J'ai déjà lu les ERM. Et ce n'est pas sur... C'était sur notre liste de documents. Je ne sais pas si c'était sur la liste des procureurs. Notre position est toujours la même. Nous devons pouvoir utiliser, ou moins essayer d'utiliser les documents aux fins que j'ai déjà exprimées. Le président. La parole est à l'accusation. Nous avons noté l'objection présentée par les parties civiles. Il aurait fallu présenter l'objection avant la réponse de la défense, mais les parties ont déjà été informées de cela. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas là pour faire une objection nécessairement. Je n'ai pas demandé la parole plus tôt, mais nous sommes ici devant certaines informations qui ne sont pas tout à fait exactes. Alors, le document auquel mon confrère a fait référence, ce document est sur la liste. On le retrouve à l'annexe 20 de la liste des procureurs. C'est une commission rogatoire rendue par les juges d'instruction. Et ce document fait déjà l'objet d'une objection. Je dis cela en référence à votre décision et lors d'audience précédente. Plus précisément, ce document particulier, D125-207, barre 207, des objections
dans le document E131-1-10.19 par la défense de Ieng Sary. Il figure à l'annexe 20 et la Chambre n'a pas déjà tranché. Donc, si l'approche est que des documents sur lesquels la Chambre s'est déjà prononcée et pour lesquels il n'y a pas d'objection peuvent entrer, eh bien, je dirais que ce document D125-207, la Chambre ne s'est pas encore prononcée sur ce document et le document précédent, D224.14, lui-même faisait l'objet d'une objection. Vous le retrouvez dans le document E131-1-10.11. Et une décision n'a pas encore été rendue par la Chambre sur cette objection. Donc voilà, je souhaitais préciser les renseignements suivants. Le document précédent, la Chambre a déjà tranché, mais je voulais corriger le tir là-dessus. Le deuxième est donc un rapport d'exécution de commission rogatoire, et sur notre liste, fait l'objet d'une objection, et la Chambre ne s'est pas encore prononcée. Maître Iannuzzi, si je peux répliquer rapidement, je remercie mon confrère de cette précision. Et c'est pourquoi il est essentiel que le débat que nous avions eu précédemment devienne un débat public. Et je me corrige, c'était le 2 mai que nous avions eu ce débat. Ce jour-là, c'était des objections de fond sur des documents présentés comme possibles éléments de preuve, et j'ai fait cette distinction lors de la séance à vie privée. C'est-à-dire qu'il y a les documents déposés à titre d'éléments de preuve, et ces mêmes documents peuvent servir à une autre fin, à savoir mettre à l'épreuve la crédibilité d'un témoin. Et cette distinction est essentielle, à savoir que n'importe quel document qui peut faire l'objet d'une opposition sur une base de fond comme élément de preuve, cette objection n'a rien à voir avec l'utilisation de ce document pour mettre à l'épreuve la crédibilité d'un témoin. Et car lorsque nous avons déposé nos listes, nous ne savions pas qui allait être cité à comparaître. Et il est déraisonnable de s'attendre à ce que nous ayons fait preuve de clairvoyance et deviné qui allait être cité à comparaître. Et voilà la difficulté que nous avons avec cette distinction entre les documents ou les preuves documentaires et les documents servant à mettre à l'épreuve la crédibilité des témoins.
សូមជឿលោកត្រីជាក្រុម Le président. La parole est à la juge Cartwright. La juge Cartwright. Monsieur le procureur, vous avez dit que le document D125 barre 207 est sujet à objection. Pouvez-vous rappeler à la Chambre quelle partie a présenté une objection par écrit? Était-ce la défense de Yangsari? Le procureur. En effet, Yangsari, et l'écriture en question est E131 barre 1 barre 10.19. C'est un tableau, point, c'est la ligne 41 de ce tableau. La juge Cartwright. Très bien, merci. Dans ce cas, maître, ou la défense de Yangsari, devons-nous croire que vous ne maintenez pas votre objection car vous n'avez pas rappelé à la Chambre que vous en aviez une cet après-midi? Maître Carnavas. La juge Cartwright, vous souveniez vous-même que vous aviez une objection? Maître Carnavas. Eh bien, en règle générale, nous nous opposons à tout ce type de rapport, mais lorsque nous présentons une objection, tant que la Chambre n'a pas rendu de décision, notre position est que nous n'avons pas à nous lever pour informer la Chambre que nous conservons notre position, que nous maintenons l'objection. Donc, cela dit, il y a beaucoup de documents, des fois il est difficile de s'en souvenir. Notre position est très claire. Si une partie veut utiliser un document pour des fins très précises, c'est à la Chambre d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour ensuite apprécier sa valeur probante. Cela dit, bon, il nous reste à peu près une demi-heure. Si nous étions... Si nous pouvons faire preuve d'efficacité, nous pourrions terminer l'interrogatoire de ce témoin et le laisser retourner auprès de sa famille. La juge Cartwright. Très bien, je vais donc résumer ce que vous venez de dire, Maître Carnavas. Vous n'avez pas d'objection à une utilisation des fins limitées de ce document, tout en gardant à l'esprit le commentaire précédent de la Chambre, qu'elle accordera peu de valeur probante à cela, à moins que la personne soit citée à comparaître. Et vous avez aussi bien exprimé les préoccupations de la Chambre quant à la perte de temps causée par ce type de débat. Maître Carnavas. Très bien, merci. Le président. À présent, la défense de Nunchia peut utiliser ce document pour interroger le témoin dès lors qu'aucune objection n'a été soulevée. La défense, merci. Désolé de ne pas avoir dit si le document avait fait l'objet d'une objection. J'ai du mal à me souvenir ce que j'ai fait hier et encore plus il y a quelques mois. Je vais rapidement en terminer, monsieur le témoin. Je voudrais donner lecture d'un extrait du document. C'est une déclaration de témoin. Je pense que cela a été affiché devant vous à l'écran. Quand je vivais à la pagode de Sveivieng, un véhicule bâché avec une plaque 700 est venu arrêter des gens, plusieurs personnes à la fois. Comme je l'ai su après 79, certains étaient des travailleurs transportés à l'extérieur de Kampoksem et ils ont été tués. Et parmi eux, il y avait des gens originaires du district de Strang. Très brièvement, c'est ma toute dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? À savoir que certaines personnes ont été emmenées à l'extérieur de Sfémias et ont été tuées.
តាមខ្ញុំច័ន្ទរឿង Réponse. D'après mes souvenirs. Quand des gens ont été emmenés, je ne savais pas où on les emmenait. Mais bien sûr, ces gens ont été emmenés. La défense. Merci, monsieur le témoin. Merci, mesdames, messieurs les juges. Je n'ai plus de questions. Le président. Merci. À présent, la parole est à la défense de Ieng Sary pour l'interrogatoire du témoin. Maître Ang Udom. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Bon après-midi, Monsieur Pinkin. Je m'appelle Ang Udom. Je suis l'avocat cambodgien de Ieng Sary. Je voudrais aborder 2 points. J'en aurai pour une dizaine de minutes. Monsieur Pinkin. Jusqu'ici, dans le prétoire, vous avez dit ne jamais avoir assisté à de réunions avec les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique. Est-ce que vous maintenez ces propos? Réponse. Oui, je maintiens cela. Cela est vrai et cela se fonde sur ce que je sais. Je confirme donc ce que j'ai dit. Question. Vous avez aussi dit que des réunions réunissant les hauts dirigeants du régime étaient organisées et que pendant ce temps-là, vous n'aviez jamais servi de repas aux dirigeants qui étaient en réunion. Est-ce que vous confirmez cela? Réponse. Oui. Je confirme cela. En effet, je ne suis jamais entré dans la salle de réunion. Je n'ai jamais assisté à ces réunions. Question. Donc, vous ne saviez pas qui étaient les hauts dirigeants, n'est-ce pas? Peut-on dire que vous ne saviez pas qui participait à la réunion? Réponse. Je maintiens ce que j'ai dit. Je ne connaissais que quelques-uns d'entre eux, pas les autres. Je peux donc seulement parler de ceux que je connaissais. Question. Vous ne saviez pas de quoi traitait
les chefs au cours de leur réunion, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Je n'étais pas l'un des chefs et donc je n'avais pas à savoir de quoi ils discutaient. Question. Donc, vous ne connaissiez pas non plus le résultat de ces réunions, n'est-ce pas? Vous ne saviez pas sur quoi ces réunions débouchaient, n'est-ce pas? Réponse, effectivement. Question. Vous avez répondu à mes questions. En outre, vous ignoriez le résultat des réunions que tenaient les hauts dirigeants. Compte tenu de cela, peut-on dire que c'était une hypothèse de votre part que de dire que ces dirigeants étaient en réunion? Réponse. Lorsque les dirigeants se sont réunis à un certain endroit, j'en ai conclu qu'ils tenaient réunion. Je ne suis pas entré dans la salle de réunion. Je restais dans la cuisine où l'on préparait les repas pour les participants de la réunion. Question. Vous dites qu'il y avait probablement une réunion. En fait, il s'agit d'une hypothèse de votre part, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Question. Je passe au point suivant, relatif à l'encart. Qu'en est-il des réunions organisées par l'encart? Avez-vous jamais assisté à ces réunions? Réponse. Non. Jamais. Je n'ai jamais assisté aux réunions organisées par l'encart. Question. Vous dites ne jamais avoir participé à des réunions organisées par l'encart. Après chaque réunion organisée par l'encart, est-ce qu'un compte-rendu ou un résumé des résultats de la réunion vous était remis? Réponse. Non.
Je n'ai jamais reçu cela. Question. J'aimerais à présent aborder un autre point, à savoir la composition de l'encart. Est-ce que la composition de l'encart a été largement rendue publique? Réponse non. Question. Vous avez dit, aujourd'hui me semble-t-il, que parmi les membres de l'encart, Ieng Sary figurait. Peut-on dire que vous avez fondé votre réponse sur vos propres hypothèses? Réponse. J'ai répondu en fonction de ce que je savais. L'on savait aussi que ces dirigeants faisaient partie de la structure de l'encart. La défense. Je n'ai pas bien saisi la réponse. Est-ce que c'était une rumeur? Est-ce que cela s'est répandu par le bouche à oreille, ou bien est-ce que la composition de l'encart est officiellement annoncée? Est-ce que ce sont des collègues qui vous l'ont dit, ou bien l'avez-vous appris par la rumeur? Je n'ai pas compris votre réponse. Pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? Réponse. J'ai appris cela par le bouche à oreille. Il n'y a eu aucun document écrit exposant la composition de l'encart. Question. Il me reste une dernière question, Monsieur Pinkin. Vous venez de dire que vous avez appris cela par d'autres. Pouvez-vous être plus précis? Qui étaient les membres de l'encart? Vous dites que Ieng Sary était l'un des membres de l'encart. Mais par qui est-ce que vous avez appris cela? Réponse. J'ai appris cela par Pang et Lin. La défense. Vous dites avoir appris cela par Pang et Lin. De quelle manière est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que ces deux personnes vous l'ont dit directement, ou bien dans un contexte officiel? Réponse.
J'ai appris cela lors d'une réunion quotidienne. En général, la journée, nous travaillions et à la fin de la journée, il y avait une réunion. Et c'est à cette occasion-là que je l'ai appris. Question. Hormis Ieng Sary, est-ce que Lin et Pan vous ont dit qui étaient les autres membres de l'ANCAR? Réponse. Non. Question. D'après les réponses que vous avez données, vous dites que Ling et Pan vous ont dit que Ieng Sary était membre de l'ANCAR. Et vous dites aussi que Ling et Pan ne vous ont pas révélé l'identité d'autres membres de l'ANCAR. Est-ce ce que vous avez dit? Réponse. Je suis désolé, je n'ai pas compris votre question. La défense. Mes excuses. Je vais simplifier ma question. Vous venez de dire que lors d'une réunion, Ling et Pan, vous avez fait savoir que Ieng Sary était l'un des membres de l'ANCAR. Est-ce qu'au cours de cette réunion, Pan et Lin vous ont révélé l'identité d'autres membres de l'ANCAR, hormis Ieng Sary? Réponse. Non. Ils ont juste parlé de Ieng Sary. Question. Vous venez de dire que Pan et Lin vous avez dit cela. Quelle était la position de Pan au comité permanent? Est-ce que vous saviez si Pan était membre du comité permanent? Réponse. Non, je n'en savais rien. Par contre, je savais qu'il était chargé des bureaux K1 et K3. Question. Qu'en est-il de Lin? Connaissiez-vous ses fonctions? Est-ce que Lin était membre du comité permanent ou non? Réponse. Je n'en savais rien. Je savais, par contre, qu'il dirigeait le bureau K1. La défense. Merci. Merci, Monsieur Penkin. Je n'ai plus de questions à vous poser. Au nom de mon équipe, et de Maître Carnavas, nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir déposer en vue de contribuer à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci, Maître. À présent, la parole est à la défense de Khieu Sampan, qui peut interroger ce témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs de la Chambre.
Je tiens déjà à m'excuser parce que je ne vais pas terminer en l'espace de 10 minutes les questions que j'ai à poser aux témoins. Donc malheureusement, je l'en informe maintenant, il faudra revenir demain matin. Bonjour monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Guissé et je suis l'un des avocats de monsieur Kyosampan. Et c'est à ce titre que je vais vous poser des questions maintenant. Ce sont, de façon générale, des questions de précision par rapport à votre déposition devant la Chambre. Si une de mes questions vous apparaissait peu claire, n'hésitez pas à m'arrêter, à me demander de préciser. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, monsieur le témoin, c'est votre période de travail à K1. Vous avez indiqué à l'audience du 3 mai dernier que vous avez travaillé à K1 pendant 6 mois. Est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre à quelle période exactement vous situez ces 6 mois? Je suis désolé, c'était il y a bien longtemps, je ne me souviens pas. C'était fin 1975, quelque part par là. Je vous remercie. Vous avez également indiqué à cette audience du 3 mai, lorsqu'on vous a demandé de décrire un K1, qu'en fait K1 était constitué de 2 maisons qui étaient proches l'une de l'autre. Et vous avez également indiqué que vous aviez séjourné pendant ces 6 mois à l'intérieur de l'enceinte de K1. Ma question est donc la suivante. Est-ce que vous avez été logé à l'intérieur de ces 2 maisons que vous avez décrites ou était-ce à un autre endroit? Cela changeait. Parfois je logeais à l'extérieur et parfois à l'intérieur. C'était variable. Je ne peux pas vous donner de réponse plus précise. Vous avez indiqué que K1 était l'endroit où résidait Pol Pot. Est-ce que quand vous avez résidé à l'intérieur de K1, de l'enceinte de K1, c'était dans le même bâtiment que Pol Pot ou c'était un autre bâtiment? Je résidais dans un autre bâtiment. Mais, pendant la journée, je me rendais dans ce bâtiment-là parce que je devais superviser la confection des repas pour lui et je faisais également du travail de nettoyage. Je désherbais, par exemple.
vous indiquez que vous vous êtes rendu dans le bâtiment où résidait Pol Pot. Est-ce à dire que les cuisines étaient à l'intérieur de ce bâtiment? Oui, la cuisine était à l'intérieur de ce bâtiment. Et il y avait une clôture qui entourait ce bâtiment. Réponse, je ne m'en souviens pas. Ce sera ma dernière question pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait un processus spécial de sécurité pour rentrer à Caen? Concernant l'accès, il y avait un gardien qui se trouvait près du portail. Ce gardien était de service 24 heures sur 24. Monsieur le Président, je vois qu'il est 4 heures. Est-ce que c'est une heure raisonnable pour terminer pour aujourd'hui? Le président. Maître, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous avez besoin pour terminer votre interrogatoire du témoin? Je pense, Monsieur le Président, que j'en aurai besoin pour 30 à 35 minutes. Le président. Maître Kong Som-on, pouvez-vous nous dire de combien de temps vous avez besoin? La défense. J'ai quelques questions à poser. Le président, de combien de temps avez-vous besoin? Maître Kong Som-on, 10 à 15 minutes. Le président. La Chambre souhaite terminer l'interrogatoire du témoin aujourd'hui. Nous ne voulons pas avoir à le faire revenir demain. Il est donc
mieux de donner dès aujourd'hui une demi-heure de plus à la Conseil pour terminer son interrogatoire. Monsieur le témoin, je suis désolée de vous fatiguer un petit peu plus, mais je vais essayer d'être concise. Vous avez indiqué, répondant à une question de monsieur le coprocureur, que l'autre personne, enfin que Pol Pot vivait tout seul à Caen et que la seule autre personne qui habitait avec lui était Pang. Est-ce que vous confirmez? Réponse. Je maintiens ce que j'ai vu à l'époque. Après ces 6 mois, vous avez indiqué que vous avez soit dormi à l'intérieur, soit à l'extérieur de Caen. Êtes-vous revenu à Caen? Et à quelle occasion? Réponse. J'ai quitté Caen, je n'y suis jamais retourné. Je voudrais maintenant, monsieur le témoin, que nous passions à K3. Par rapport à Caen, est-ce que vous pouvez décrire K3? Est-ce que c'était plus grand ou est-ce que c'était plus petit? Réponse. Il y avait plus de monde à K3. Et ils étaient tous ensemble à ce bureau. J'en ai donc tiré la conclusion que K3 était plus gros que K1. Vous dites, ils étaient tous ensemble à ce bureau. Est-ce que vous pouvez décrire le bâtiment, ou les bâtiments à K3? C'est pas très clair. Réponse. Je ne me souviens pas de son apparence avec précision, car chacun restait dans des maisons séparées. Pendant combien de temps avez-vous travaillé à K3? Six mois à peu près. Et pendant ces 6 mois, à quelle fréquence est-ce que vous alliez à K3? Réponse. J'y allais fréquemment. Je devais
livrer de la nourriture, par exemple de la viande et du riz. Si je comprends bien, contrairement à Caïn, vous ne restiez pas sur place. Non, je ne restais pas à 4 ans. Est-ce que 4 ans était un espace qui était clôturé? D'après mes souvenirs, je n'ai vu que la clôture qui était devant et un autre côté, mais il n'y en avait pas en arrière. Et vous-même, lorsque vous rendiez à 4 est-ce que vous deviez passer une barrière de sécurité? Est-ce qu'il y avait aussi un processus de sécurité comme à Caïn? D'habitude, K1 n'était pas bien différent de K3, il fallait passer par un dispositif de sécurité. Il y avait des gens chargés d'assurer la sécurité ou de monter la garde devant la porte principale. Vous avez indiqué il y a quelques minutes qu'à K3, chacun avait des maisons séparées. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où était la cuisine où vous alliez travailler par rapport à ces maisons? La cuisine était dans la partie nord de l'enceinte. Et après ça, il y avait des maisons. Des maisons où résidait oncle Noun. Vous avez indiqué que vous avez supposé qu'il y avait des réunions entre les différents dirigeants, sans vous être jamais rendu à cette fameuse salle de réunion. Est-ce que vous pouvez situer la salle où vous pensez qu'il y avait ces réunions par rapport à la cuisine? Dans quel bâtiment était-ce? Je ne m'en souviens pas très bien. Tout ce que je sais, enfin, je me souviens bien de là où était la cuisine et de là où il résidait, mais pas là où les gens se réunissaient. Est-ce que vous étiez autorisé, en tant que travailleur au sein de la cuisine, est-ce que vous étiez autorisé à circuler dans tout l'espace de K3?
គឺអត់ទេចូលពីក្រៅមក Non. Je n'avais pas cette autorisation, je ne pouvais me déplacer librement. Je devais pouvoir aller de la cuisine à la maison, et c'est tout. De la cuisine à la maison, de quelle maison parlez-vous? La maison où était Oncle Noun. Et c'est le seul autre bâtiment auquel vous aviez accès, c'est bien ça? Je n'avais accès qu'à la maison et à la cuisine, et j'allais souvent à ces deux endroits. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je souhaite maintenant passer à un autre thème. Vous avez abordé aujourd'hui, et les jours précédents, mais particulièrement aujourd'hui, les 2 fois où vous avez été interrogé sur les faits du Kampuchea démocratique. Vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur une première fois en juillet 2005 et une deuxième fois où cette fois vous vous souvenez avoir été interrogé par les enquêteurs des CETC. Je voudrais vous poser des questions sur cette première fois en juillet 2005. Vous avez, répondant à une question de monsieur le coprocureur, indiqué ne pas vous rappeler les noms des personnes qui vous ont interrogé. Ma question est la suivante. Sans vous souvenir des noms, est-ce que vous vous souvenez comment ces personnes se sont présentées à vous? Est-ce qu'elles vous ont dit pour quel organisme elles travaillaient? À l'époque, on m'a dit qu'ils étaient des chercheurs du tribunal des Khmers rouges. C'est tout ce que l'on m'a dit. Je vous rappelle que je parle du premier entretien que vous avez eu en juillet 2005. En juillet 2005, ces personnes se sont présentées comme des chercheurs du tribunal, c'est ça? Réponse. Oui. Comment avez-vous été contacté pour prendre part à cet entretien? Quelqu'un qui me connaît, je ne me souviens pas de son nom, est entré en contact avec moi.
quand j'étais à Phnom Penh, j'étais proche de cette personne. Et cette personne a su que j'avais travaillé à K1 et K3. Et c'est cette même personne qui a mené les personnes, enfin les autres personnes à venir me rencontrer chez moi. Ce matin, et une partie de cet après-midi également, on vous a lu plusieurs extraits d'un résumé effectué par ces personnes de l'entretien que vous avez mené avec eux ce jour-là. Vous avez clairement indiqué en réponse à monsieur le coprocureur que ce résumé vous avait été communiqué avant que vous veniez déposer devant la Chambre. Ma question est la suivante. Avant que le personnel du tribunal vous donne ce document, est-ce que vous l'aviez vu auparavant? Réponse, non. Je ne m'en souviens pas très bien car vous savez, cela remonte à il y a bien longtemps. Est-ce que le jour de l'entretien, en juillet 2005, est-ce que vous avez signé un quelconque document? Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez revu les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu ce jour-là après juillet 2005? Non. C'est la seule fois que je les ai vus. Dans ces conditions, est-ce qu'il est exact de dire que vous n'avez jamais eu le loisir de rectifier ou de faire des précisions sur les notes prises lors de cet entretien? Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous la répéter? Pas de problème, je m'excuse de ne pas avoir été assez précise. La question que je vous pose est de savoir si vous avez pu, d'une manière ou d'une autre, relire les notes comprises les gens avec lesquels vous vous êtes entretenu ce jour-là. Non. Après les documents, je les ai laissés chez moi. Et j'avais d'autres choses à faire. Et trop de choses à faire, c'est-à-dire pour lire les documents. Ce n'est qu'après que j'ai été cité à comparaître qu'il a fallu réviser les documents. Alors, un point de précision, parce que je n'ai pas très bien compris votre dernière réponse. Est-ce que, en juillet 2005, lors de ce premier entretien, on vous a remis des documents à l'issue de l'entretien? Non. Après l'entretien, nous sommes séparés.
Et donc, si je comprends bien votre dernière réponse, vous voulez dire que c'est en préparant votre audience que vous avez eu en main les documents relatifs à cet entretien. C'est bien ça? Les documents que j'ai lus étaient ceux obtenus lors du premier entretien. À l'issue de la première entrevue, on ne m'a rien remis. Parce que je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème avec le français. Donc vous me parlez, les documents dont vous me parlez, c'est ceux qu'on vous a remis lors du deuxième entretien. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je voudrais revenir quelques instants sur le contenu du résumé du premier entretien, puisque aujourd'hui vous avez confirmé un certain nombre de déclarations, enfin un certain nombre d'affirmations qui figurent sur ce résumé. Et je demande l'autorisation à la Chambre, pour rafraîchir la mémoire du témoin, de pouvoir mettre sur écran la déclaration, enfin le résumé d'entretien E187-9, anciennement référencé D2-15.58, afin de poser des questions aux témoins sur une partie de ce document. Est-ce que j'ai l'autorisation de la Chambre? Le président, je vous en prie. Je donne, pour les besoins du procès verbal, la référence ERN pour les 3 langues. En français, 00 644 576. En anglais, 000 89 701. Et en khmer, 00 801 770. Je voudrais, monsieur le témoin, plus particulièrement m'intéresser. Alors en français, c'est le deuxième paragraphe. Je suis désolée, je ne sais pas quel paragraphe en khmer, mais ça commence par « Auparavant, j'avais séjourné à Caen et K3 ». Est-ce que vous situez le paragraphe, monsieur le témoin? C'est bon, monsieur le témoin, vous avez pu identifier le paragraphe? Le paragraphe que je lis fait référence à K1 et K3. Est-ce que c'est le paragraphe en question? C'est bien ça, monsieur le témoin. Et en fait, au sein de ce paragraphe, je veux m'intéresser à une portion toute particulière qui vous a été relue par monsieur le coprocureur ce matin.
C'est un petit peu plus loin, donc c'est 5 lignes avant la fin en français. Pang s'occupait de tous les bureaux K. C'était Pang qui organisait les réunions, mais M, Khieu Samphan, qui exerçait la présidence sur le plan politique, mais sous l'autorité de Paul, qui s'occupait des réunions politiques conjointement avec Nguyen. M, Khieu Samphan, présidait les réunions des sections du parti, des bureaux K. Ma question, monsieur le témoin, c'est que vous avez confirmé à monsieur le procureur que Khieu Samphan présidait les réunions des sections du parti des bureaux K, tel qu'il l'inscrit dans ce résumé. Sur quoi vous basez-vous pour faire cette affirmation ? Bien, je me fonde sur ce que j'ai entendu de la part de Pang et Lin. J'étais une des personnes qui avait accès et qui allait fréquemment à l'endroit. J'y apportais de la nourriture aux gens qui étaient là. Et c'est donc en fondant sur mes interactions à cet endroit et mon travail dans ce complexe qui m'a permis de conclure que Khieu Samphan présidait les réunions, mais partageait cette responsabilité. Et Pang avait la responsabilité générale, ou en général. Je ne sais pas exactement de quoi traiter les réunions, car je n'ai jamais participé. Je le disais de mon point de vue comme observateur de l'extérieur. Est-ce que vous dites que vous faites vos affirmations comme observateur? Est-ce que ces réunions avaient lieu dans la maison du Nguyen Chia? Comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je ne savais pas exactement à quel endroit se déroulaient les réunions. Vous ne saviez pas à quel endroit se déroulaient les réunions. Vous avez indiqué que vous n'avez assisté à aucune de ces réunions. Qu'est-ce qui vous permettait alors de conclure que Khieu Samphan présidait les réunions des sections du parti des bureaux K? Il s'agit d'une hypothèse de ma part. Il y avait quelqu'un qui était plus haut placé que Pang et qui était Khieu Samphan. Et donc, il était donc très probable que Khieu Samphan ait présidé ces réunions. Et ce que j'ai entendu cadrait avec cette hypothèse. Connaissez-vous, monsieur le témoin, les attributions exactes de monsieur Khieu Samphan à l'époque?
ជាផ្លូវការខ្ញុំដឹងថាគាត់ធ្វើជា Officiellement, il était président du Présidium de l'État. Et savez-vous en quoi consistait le poste de président de Présidium de l'État? Je n'en savais rien. Je ne savais pas en quoi consistait cette fonction. Et vous confirmez donc que tout ce que vous avez pu dire au sujet de Khieu Samphan aujourd'hui ou lors de vos déclarations antérieures, ce sont des suppositions de votre part? Ce n'était pas une pure supposition, il y avait une part de vérité. À savoir par exemple que la fonction officielle de Khieu Samphan était la présidence du Présidium de l'État. Ça c'est exact. Pour ce qui est de son travail à K3, il devait sûrement participer aux réunions puisqu'il résidait à K3 et puisqu'il y travaillait également. Et Nuonchea et Yengsari travaillaient et résidaient également à K3. Une dernière question sur K3, monsieur le témoin. Vous savez s'il y avait d'autres personnes qui résidaient à K1 et K3, des membres de la famille des dirigeants dont vous nous avez parlé? Non, je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu d'autres gens hormis les dirigeants. Compte tenu des réponses que vous avez faites tout à l'heure à mon confrère avocat de Yengsari, est-il exact de dire que vous n'aviez pas de connaissance directe de quels étaient les rôles des dirigeants du Kampuchea démocratique? Effectivement, je ne connaissais pas tous les détails concernant la direction du Kampuchea démocratique. Cela était secret et cela relevait des chefs, donc je ne connaissais pas les détails de leur travail. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions pour les témoins. Je vous remercie, monsieur le témoin, d'avoir eu la patience de continuer dans cette longue journée. Le président. L'avocat cambodgien de Khieu Samphan a à présent la parole. L'avocat cambodgien de Khieu Samphan. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref. Je n'ai que quelques courtes questions à poser aux témoins et je m'attends à ce que les réponses seront elles aussi brèves. Nous voudrions obtenir des éclaircissements au sujet de la période antérieure à avril 1975, lorsque vous séjourniez avec Khoi Thuon. À l'époque, quelle était votre fonction? Réponse.
Depuis que j'ai adhéré à la Révolution, à l'âge de 16 ans, je n'ai jamais eu de fonction officielle. Question. Qu'en est-il de votre travail quotidien avant 1975, lorsque vous étiez avec M. Koitoun? En quoi consistait essentiellement votre rôle? Réponse. À l'époque, je vivais aux côtés de la famille de Koitoun. Je l'accompagnais dans ses déplacements à Kampong Cham et ailleurs, et je leur préparais également les repas. Je lavais aussi leur linge. Je les aidais du mieux que je pouvais. Question. Donc, votre rôle consistait principalement à vous occuper de tâches ménagères, n'est-ce pas? Réponse, oui. Question. Après la libération, du 17 avril 1975, vous dites avoir travaillé à K1 et à K3. En quoi consistait votre travail quotidien à K1 et K3? Pouvez-vous le décrire? Réponse. Oui. Je crois avoir déjà répondu à cette question. À K1 et K3, mon rôle consistait principalement à transporter du riz, des légumes, des denrées alimentaires vers K1 et K3. C'est en cela que consistait mon travail quotidien. Parfois, je donnais également un coup de main pour la préparation des repas des chefs. Question. Vous dites que vous vous occupiez du transport des légumes et des autres denrées alimentaires. Est-ce que vous cultiviez vous-même des légumes? Réponse. Je cultivais des légumes dans l'espace libre qui se trouvait entre les bureaux K1 et K3. Question. Est-ce que vous cultiviez ces légumes à petite échelle? Comment est-ce que cela fonctionnait? Réponse. C'était un petit potager à proximité du bâtiment et de la maison. Question. Combien de temps passiez-vous à la culture de légumes? Réponse. Ça dépendait. Parfois une demi-heure, parfois une heure. Question. En 2005, vous avez été interrogé par OSAS
S'agissait-il de Koitun ou de Koikun? Réponse. J'ai précisé à plusieurs reprises que ce n'était pas Koitun, mais bien Koikun, alias Toik. Question. Quand vous avez été interrogé par ces gens en 2005, est-ce qu'ils vous ont demandé des précisions pour savoir si le nom de la personne était Koikun ou Koikun? Réponse. Ils n'ont pas demandé d'éclaircissement. La défense. Merci, monsieur le témoin. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. Le président. Merci. La déposition du témoin Penkin est à présent terminée. Avant de lever l'audience, nous tenons à remercier M. Penkin d'avoir pris de son temps pour venir déposer devant la Chambre. Il s'agit de la deuxième comparution du témoin devant la Chambre. La première fois, en raison de son état de santé, le témoin n'a pas pu poursuivre sa déposition. À présent, le témoin est revenu car son état de santé s'était amélioré. À présent, monsieur le témoin, votre interrogatoire est terminé. À présent, vous pouvez rentrer chez vous. Amaka, Krung Teuបន្តធ្វើនៅថ្ងៃ Les audiences reprendront le 21 mai 2012, à savoir lundi prochain. La Chambre poursuivra l'interrogatoire du témoin TCW 487 conformément à l'ordonnance portant calendrier. D'après nos estimations et d'après les indications fournies par les parties, la déposition de ce témoin devrait prendre 2 jours. Cela étant donné que l'interrogatoire du présent témoin n'a pris qu'une journée et que demain il n'y aura pas d'audience consacrée à l'interrogatoire d'un témoin, et dès lors qu'aucune information n'a été reçue concernant l'état de santé de M. Yengsari, la Chambre souhaitera examiner sur les rapports médicaux relatifs à Yengsari lundi matin avant de passer à l'interrogatoire du témoin. Agent de sécurité, veuillez conduire M. Kyo Sampan et M. Monchea au centre de détention des CETC. Veuillez ramener les 3 accusés, y compris M. Yengsari, dans le prétoire lundi pour 9 h du matin. Si M. Yengsari n'est pas en mesure de participer à l'audience, la Chambre examinera les rapports médicaux qui lui auront été remis par le médecin des CETC et la Chambre avisera. En se référant à la règle 81.5 du règlement intérieur. Cette question sera examinée lundi à l'ouverture du débat. L'audience est levée.